Le palais de la Bourse de Lyon scintillait d'une lumière presque irréelle. Sous les voûtes majestueuses, les lustres en cristal de Bohême déversaient des cascades de diamants sur une foule élégante, dont les murmures feutrés se mêlaient au tintement délicat des flûtes de champagne. C'était le gala annuel de Bellavance Technologies, l'événement le plus attendu de l'année. Un ballet parfaitement orchestré de sourires professionnels et d'ambitions dissimulées. Élodie Mercier, debout près d'une colonne de marbre rose, se sentait à la fois actrice et spectatrice de cette scène fastueuse. Sa robe, d'un bleu nuit sobre mais chic, avait coûté 2 mois d'économie, un investissement qu'elle jugeait nécessaire pour ne pas détonner dans ce décor opulent si éloigné de son quotidien. À 30 ans, elle avait l'impression d'avoir gravi une montagne. Née à Clermont-Ferrand, fille d'une infirmière au dévouement sans faille et d'un boulanger dont les mains portaient encore les stigmates de la farine et du labeur, elle avait appris la valeur de l'effort. Chaque étape de sa vie avait été une conquête. Le baccalauréat avec mention, l'école de commerce obtenue grâce à une bourse, et enfin ce poste au département financier de Bellavance, une forteresse de l'innovation digitale. C'était plus qu'un travail, c'était la preuve qu'elle avait sa place dans ce monde qui n'était pas censé être le sien. Ce soir, cependant, une autre forme de validation semblait à portée de main. Une validation plus intime, plus troublante. Ses yeux cherchaient discrètement Damien Lefebvre à travers la salle. Depuis des mois, Damien, son collègue direct, un homme au charme facile et à la carrière fulgurante, lui témoignait un intérêt qui dépassait le cadre professionnel. Des cafés qui s'éternisaient à la machine, des compliments sur ses dossiers, des regards appuyés lors des réunions. Il n'avait jamais rien officialisé, mais l'air crépitait d'une promesse tacite. Son ami et collègue, Chloé, lui avait murmuré à l'oreille en arrivant « Ce soir, c'est le soir, Élodie, il va se lancer ». Et le cœur d'Élodie, d'ordinaire si raisonnable, s'était emballé. Elle s'était autorisée à y croire. Le moment arriva lorsque le PDG termina son discours. Damien monta sur la petite estrade, un micro à la main. Un sourire éclatant illuminait son visage. Il remercia la direction, puis son regard balaya l'assemblée avant de se poser sur elle. Un silence se fit. Élodie sentit le sang affluer à ses joues. C'était donc vrai. Il allait le faire, devant tout le monde. « J'aimerais prendre un instant pour clarifier quelque chose », commença Damien d'une voix claire et assurée. Ces derniers temps, certaines rumeurs ont circulé. Des interprétations, disons, créatives de mon attitude envers une certaine collègue. Son regard ne la quittait pas. Elle lui offrit un sourire timide, une invitation muette. Le piège était déjà refermé. Je tiens à m'adresser directement à elle, pour que les choses soient bien claires. Il fit une pause, savourant l'attention captive de plus de 200 personnes. Puis, son sourire se mua en un rictus ironique, presque cruel. « Élodie, vous avez vraiment cru que quelqu'un de mon niveau s'intéresserait à une fille comme vous? C'était juste de la gentillesse. » Le temps se figea. La phrase flotta dans l'air, suspendue, avant de s'écraser avec une violence inouïe. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel bruit. Il fut rompu par un petit rire étouffé, puis un autre. Des chuchotements parcoururent la salle comme un venin. Élodie ne voyait plus les visages, seulement des taches floues, des regards fuyants ou pire, emplis d'une pitié narquoise. Son propre visage était en feu, une chaleur insupportable qui irradiait depuis sa poitrine jusqu'à la racine de ses cheveux. La honte était une entité physique, une main glacée qui lui serrait la gorge. Elle ne se souvint pas d'avoir décidé de partir. Ses jambes bougèrent d'elles-mêmes, la guidant à travers la foule qui s'écarta sur son passage, comme les eaux de la mer Rouge. Chaque pas était une éternité. Le bruit de ses talons sur le marbre résonnait dans sa tête comme un conte à rebours vers l'humiliation finale. Elle poussa les lourdes portes en bois et se retrouva dans le hall d'entrée, puis dehors, dans la fraîcheur mordante de la nuit lyonnaise. L'air frais ne parvint pas à éteindre l'incendie qui la consumait. Elle marcha sans but, d'un pas rapide et saccadé, ses bras serrés contre sa poitrine, comme pour retenir les morceaux de sa fierté éclatés. Elle traversa la rue, ignorant les phares d'une voiture qui klaxonna, et se retrouva sur la place des Jacobins.
La fontaine monumentale, avec ses statues de pierre impassibles, semblait se moquer de son drame minuscule. C'est là, à l'abri d'un regard qu'elle imaginait omniprésent, qu'elle laissa les larmes couler. Des larmes de rage, de douleur, et surtout d'une humiliation si profonde qu'elle en avait la nausée. Elle s'adossa contre la pierre froide, fermant les yeux, souhaitant disparaître. « Madame, tout va bien ?» La voix était grave, calme, dépourvue de la pitié qu'elle redoutait. Elle sursauta et ouvrit les yeux. Un homme se tenait devant elle, grand, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé qui se fondait dans la pénombre. Une barbe de 3 jours, taillée avec une précision millimétrée, encadrait une mâchoire carrée. Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent. Ils étaient d'un gris intense et la fixaient avec une étrange intensité, sans jugement. Elle essuya ses joues d'un geste brusque. « Oui, tout va bien, je... » Prenez l'air. Sa voix était rauque, brisée. L'homme ne sembla pas convaincu, mais il n'insista pas. Il fit un pas de côté et contempla la fontaine à son tour. C'est une belle place. À pleine d'histoire. La plupart des gens ne font qu'y passer. Son ton était neutre, conversationnel. Élodie se sentit étrangement apaisée par cette absence d'intrusion. Elle resta silencieuse, le souffle encore court. Ce qui s'est passé à l'intérieur, c'était indigne, reprit-il doucement sans la regarder. Personne ne mérite d'être traité ainsi, surtout pas quelqu'un qui, de toute évidence, possède plus de classe dans son silence que cet homme n'en aura jamais dans tous ses discours. Élodie tourna la tête vers lui, surprise. Il l'avait vue, il savait. Il se tourna enfin vers elle, et pour la première fois, elle vit une lueur de quelque chose qui ressemblait à de l'empathie dans son regard d'acier. Parfois, la meilleure réponse à un acte insensé est un acte encore plus insensé, dit-il. Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il s'approcha d'un pas. L'air entre eux se chargea d'une tension nouvelle. Il n'était plus un simple passant, il était une présence. « J'ai une proposition à vous faire. C'est soudain, irrationnel, et vous avez toutes les raisons du monde de me prendre pour un fou. » Il marqua une pause, la scrutant comme s'il cherchait à lire au plus profond de son âme meurtrie. « Accepteriez-vous de m'épouser demain? Je suis sérieux. » Le cerveau d'Élodie refusa d'abord de traiter l'information. Les mots de l'inconnu, « Accepteriez-vous de m'épouser demain ?» résonnaient dans le vide de sa stupeur, dépourvu de sens, comme une phrase lue dans un livre absurde. Le vent froid qui balayait la place semblait plus réel que cette proposition surréaliste. Elle le dévisagea, cherchant une trace d'ironie, un signe de démence, ou la lueur cruelle d'une mauvaise plaisanterie orchestrée pour parachever son humiliation. Mais son regard était d'un sérieux imperturbable, son visage une toile d'ombre et de détermination. « C'est une blague ?» balbutia-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie », répondit-il sans ciller. Son calme était presque plus déstabilisant que sa question. Élodie recula d'un pas, sa méfiance naturelle reprenant le dessus sur le choc. « Qui êtes-vous? Pourquoi moi ?» « Mon nom est Thibaut Dumas. Et pour répondre à votre seconde question, parce que vous êtes la seule personne que j'ai vue ce soir, qui soit restée digne alors qu'on essayait de lui voler sa dignité. Parce que vous n'avez pas crié, ni insulté. Vous êtes parti. Il y a une force immense dans ce départ. » Ces mots la touchèrent à un endroit qu'elle croyait anesthésié par la honte. Il n'avait pas vu une victime, mais une femme forte. Pourtant, la situation restait insensée. C'est absurde. On ne se connaît pas. Se marier, et c'est... Elle ne trouvait pas les mots. C'était un engagement, une promesse, l'acte le plus intime qui soit, pas une transaction nocturne sur une place publique. « Je sais que c'est absurde », concéda-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. Mais la vie est parfois une succession de moments qui n'ont pas de sens logique. Discutons-en. Il y a un petit bistrot encore ouvert au coin de la rue. Laissez-moi vous offrir un café. Vous n'avez rien à perdre, sinon quelques minutes. Hésitante, épuisée et curieusement intriguée, elle finit par hocher la tête. Que risquait-elle de plus? Son monde venait de s'effondrer. Parler à un inconnu fou ne pouvait guère l'empirer. Ils s'installèrent dans la chaleur d'un café presque désert, à une table en bois sombre près de la vitrine embuée. Thibaut commanda 2 grands cafés crème sans lui demander son avis.
un geste qui aurait dû l'irriter mais qui, étrangement, lui parut prévenant. Le silence s'installa entre eux, seulement rompu par le sifflement de la machine à expresso. « Voilà mon offre, Élodie », commença-t-il en posant ses mains à plat sur la table. « J'ai besoin d'être marié, rapidement, pour des raisons personnelles et professionnelles que je ne peux pas encore vous détailler. Disons que c'est une protection, une formalité qui résoudrait beaucoup de problèmes pour moi. Ce serait un contrat, rien de plus. Un partenariat à durée déterminée. » « Le déterminer par quoi ?» demanda-t-elle, retrouvant un peu de son esprit analytique. « Par vous. Le jour où vous souhaiterez y mettre fin, nous divorcerons, sans aucune question ni aucune condition de ma part. Je m'y engage par écrit si vous le désirez. » Elle le fixait, essayant de déceler la faille. « Et qu'est-ce que j'y gagne, moi, à part le plaisir de me lier à un parfait inconnu au lendemain de la pire soirée de ma vie ?» Le sarcasme pointait dans sa voix une armure qu'elle enfilait pour se protéger. Son regard s'adoucit. Un nouveau départ, une porte de sortie. Demain matin, quand vous retournerez au bureau, que se passera-t-il? Vous affronterez les chuchotements, les regards apitoyés, le triomphe silencieux de cet imbécile. Votre environnement de travail est devenu toxique. Ce mariage, aussi étrange soit-il, change la narration. Il vous donne un bouclier. Personne ne s'attend à ça. C'est une réponse si disproportionnée qu'elle en devient une affirmation de votre liberté. Vous ne subissez plus, vous agissez. Vous prenez le contrôle d'une manière que personne, et surtout pas lui, ne pourra jamais comprendre. Il avait raison. L'image de son arrivée au bureau le lendemain lui donna la nausée. Elle s'imaginait déjà le silence gêné à son passage, les conversations qui s'arrêteraient net. Elle se voyait essayer de travailler, de se concentrer sur ses tableaux Excel, tandis que chaque regard serait une piqûre de rappel. Damien avait non seulement brisé son cœur, mais il avait aussi souillé son sanctuaire professionnel, le lieu où elle avait tant investi d'elle-même. « Pensez-y comme à une parenthèse », poursuivit Thibault d'une voix persuasive. « Un refuge temporaire. Vous aurez un endroit où vivre, loin de tout ça, le temps de reprendre votre souffle et de décider de la suite. Financièrement, vous n'aurez à vous soucier de rien. C'est la moindre des choses. Considérez cela comme une compensation pour le service que vous me rendez. » Le mot « service » la fit tiquer. C'était donc bien cela, une transaction. Mais une transaction qui, paradoxalement, lui rendait une forme de pouvoir. L'idée de ne pas avoir à affronter Damien, de ne pas lui donner la satisfaction de l'avoir anéanti, commença à germer dans son esprit. C'était une folie, une pure folie, une décision prise sous le coup de l'émotion, le genre de chose contre laquelle sa mère l'avait toujours mise en garde. Mais sa mère n'avait jamais été humiliée devant 200 personnes. Comment est-ce possible, légalement, se marier? Demain ? Demanda-t-elle, sa question pragmatique trahissant le fait qu'une partie d'elle envisageait sérieusement la proposition. « Tout est prêt. J'avais anticipé la nécessité d'un mariage rapide. J'ai des contacts. Les bans ont été publiés de manière accélérée. Nous avons rendez-vous à la mairie du 2e arrondissement à 11 heures. Les témoins sont prévus. Vous n'avez qu'à venir avec une pièce d'identité. » Cette organisation glaçante aurait dû l'effrayer, mais elle la rassurait. Ce n'était pas le caprice d'un excentrique, mais un plan mûrement réfléchi. Un plan dont elle était la pièce manquante, trouvée par le plus grand des hasards. Elle but une gorgée de son café, le liquide chaud lui brûlant la langue. Elle repensa à la boulangerie de son père, à l'odeur du pain frais à l'aube, à la simplicité de sa vie à Clermont-Ferrand. Et puis elle repensa au rictus de Damien, au son des rires étouffés, à cette sensation de chute libre dans un puits sans fond. Thibault lui tendait une main étrange, inattendue, mais une main tout de même. Elle releva les yeux vers lui. Son regard était toujours là, patient, intense. Il ne la pressait pas. Il lui laissait l'espace de sa propre folie. « D'accord, » dit-elle. Le mot sortit de sa bouche avant même qu'elle ait eu le temps de le peser, comme s'il venait d'un autre endroit, d'une partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Une partie qui avait décidé que répondre à la folie par la folie était la seule chose sensée à faire. Un très léger sourire effleura les lèvres de Thibault Dumas. « Bien, rendez-vous demain à 11 heures, alors. » Le lendemain, sous un ciel gris et bas, dans une salle impersonnelle de l'hôtel de ville de Lyon,
devant un adjoint au maire qui lisait les articles du Code civil d'une voix monocorde et 2 témoins qu'elle n'avait jamais vus. Élodie Mercier devint Élodie Dumas. C'était rapide, clinique, irréel. En sortant sur le parvis, son alliance, une simple bande d'or blanc que Thibault avait sortie d'une petite boîte, lui semblait étrangement lourde à son doigt. Il se tourna vers elle, son nouveau mari. « Bienvenue dans votre nouvelle vie, Élodie », dit-il sobrement, avant de lui ouvrir la portière d'une berline noire aux vitres teintées. La berline glissa silencieusement dans les rues de Lyon, s'éloignant du quartier historique pour s'engager sur les quais de Saône. Élodie regardait la ville défiler à travers la vitre teintée, les façades colorées du vieux Lyon, les péniches amarrées, les passants emmitouflés dans leurs manteaux. Tout semblait à la fois familier et étranger. Elle avait l'impression d'être dans un film, une actrice jouant un rôle qu'elle n'avait pas eu le temps d'apprendre. La bague à son doigt était un poids froid et concret, l'encre qui la retenait dans cette nouvelle réalité improbable. Thibault était assis à côté d'elle, droit, silencieux. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté la mairie. Ce silence n'était pas pesant, mais plutôt respectueux. Il semblait comprendre qu'elle avait besoin de temps pour digérer le tourbillon des dernières 12 heures. Elle osa un regard vers lui. Son profil était net, ciselé, son regard fixé sur la route devant lui, bien que ce ne fût pas lui qui conduisait. Il dégageait une aura de contrôle, de maîtrise, qui contrastait violemment avec le chaos qui régnait en elle. La voiture s'arrêta finalement devant un immeuble haussmannien imposant sur la rue Gasparin, à 2 pas de la place Bellecour. Un portail en fer forgé s'ouvrit sur une cour intérieure pavée, d'une propreté impeccable. Le chauffeur se gara, sortit et leur ouvrit les portières. « Nous y sommes », annonça Thibault simplement. Il la guida vers un ascenseur privé, dont les parois en laiton poli reflétaient leur silhouette rigide. L'ascenseur s'ouvrit directement sur un palier qui desservait une seule porte. Thibault l'ouvrit et s'effaça pour la laisser entrer. L'appartement était immense. Un vaste salon baigné de lumière, avec des plafonds vertigineux et des fenêtres allant du sol au plafond, offrait une vue panoramique sur la Saône et la colline de Fourvière. Le mobilier était minimaliste et élégant. De grands canapés en cuir crème, une table basse en verre et en acier, quelques œuvres d'art abstraites sur les murs blancs. Tout était impersonnel, presque froid, comme un showroom de magazine de décoration. « C'est impressionnant », murmura Élodie, intimidée par tant d'espace et de luxe. Son petit 2 pièces de la Croix-Rousse lui sembla soudain misérable. « Faites comme chez vous », dit Thibault. La phrase sonnait étrangement dans ce décor, qui ne ressemblait au « chez-soi » de personne. « Je vais vous montrer votre chambre. » Il la conduisit à travers un long couloir. Il passa devant une porte qu'il désigna d'un geste de la tête. « Ma chambre est ici. La vôtre est au bout. » Sa chambre était tout aussi spacieuse que le reste. Un grand lit, king size, trônait au centre, une porte-fenêtre donnait sur un petit balcon. Attenante, une salle de bain en marbre blanc, avec une douche à l'italienne et une baignoire sur pied. Sur le lit, plusieurs sacs de marque de luxe étaient posés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « J'ai pensé que vous auriez besoin de quelques affaires. Mon assistante s'en est occupée ce matin. J'espère que les tailles conviendront. Bien sûr, vous pourrez aller chercher le reste de vos vêtements quand vous le souhaiterez. » Elle ouvrit l'un des sacs. À l'intérieur, des vêtements pliés avec soin, des sous-vêtements délicats, des produits de toilette haut de gamme. Une attention qui était à la fois délicate et profondément dépersonnalisante. Un inconnu, via son assistante, venait de choisir l'essentiel de son intimité. Le malaise la saisit à nouveau. « Merci », dit-elle poliment, car elle ne savait que dire d'autre. Thibault resta sur le seuil, les mains dans les poches de son pantalon de costume. « Élodie, je sais que tout ceci est étrange. Mettons quelques règles en place pour que ce soit plus simple. Ceci est votre espace. Je ne viendrai jamais dans votre chambre sans y être invité. Nous sommes mariés sur le papier, mais nous sommes avant tout 2 colocataires. Vous êtes libres de vos allées et venues. La seule chose que je vous demande, c'est de maintenir l'apparence de notre mariage en public, si la situation l'exige. En public, vous voulez dire au travail ? La question était sortie d'elle-même. Elle n'avait même pas encore réfléchi à cet aspect.
Que devait-elle faire? Démissionner? C'est à vous de décider, répondit-il calmement. Si vous voulez continuer à travailler chez Bellavance, vous le pouvez. Si vous préférez partir, je comprendrai. Quoi qu'il en soit, je vous soutiendrai financièrement jusqu'à ce que vous soyez stable. Considérez cela comme faisant partie de notre accord. L'idée de retourner chez Bellavance, armée de ce secret absurde, était terrifiante. Mais l'idée de démissionner, de renoncer à tout ce pourquoi elle avait travaillé, à cause de Damien Lefebvre, était insupportable. Ce serait lui donner une victoire totale. Je dois y réfléchir, dit-elle. Prenez votre temps. Pour l'instant, installez-vous. Il y a de quoi manger dans le réfrigérateur. Je dois m'absenter pour le reste de la journée, j'ai plusieurs rendez-vous. Nous dînerons ensemble ce soir, si vous êtes d'accord, pour que nous puissions parler un peu plus. Elle hocha la tête, reconnaissante de cette solitude soudaine. Il lui adressa un dernier regard, presque un encouragement, puis se retira, refermant doucement la porte derrière lui. Seule dans cette immense chambre silencieuse, Élodie s'assit sur le bord du lit. Le matelas était d'un confort inouï. Elle laissa son regard errer sur les détails luxueux, le tissu des rideaux, le design de la lampe de chevet. C'était un monde qui n'était pas le sien, un monde de faux semblants, de contrats, d'assistantes qui achetaient des vêtements pour des femmes qu'elle ne connaissait pas. Elle se leva et alla sur le balcon. L'air frais de novembre lui pinça les joues. En bas, la vie suivait son cours. Des voitures passaient, des gens se promenaient le long des quais. Pour eux, c'était un jour comme les autres. Pour elle, c'était le premier jour d'une vie inventée. Par un réflexe masochiste, elle sortit son téléphone et se connecta à ses emails professionnels. Une avalanche de notifications. Elle ignora les messages de Chloé, probablement paniquée, et se concentra sur un email groupé envoyé par le service de communication interne. Le titre était « Félicitations à Damien Lefebvre ». Son cœur se serra. Elle l'ouvrit. Le message annonçait sa promotion au poste de directeur de projet senior, suite à sa présentation exceptionnelle lors du gala. Une photo de lui, souriant sur l'estrade, micro à la main, illustrait l'annonce. Le moment même de son humiliation, transformé en triomphe professionnel pour lui. Une vague de nausée la submergea. C'était donc ça. Son humiliation publique n'était qu'un détail, un dommage collatéral dans sa marche vers le succès. Elle, la fille de Clermont-Ferrand, n'était qu'un marchepied. La colère, froide et pure, remplaça le chagrin et la honte. Thibault avait raison. Démissionner serait fuir. Affronter cette situation avec son improbable bouclier était la seule option. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Elle retourna dans la chambre, ouvrit sa valise de fortune, le petit sac qu'elle avait emporté en prévision d'une nuit chez Chloé après le gala, et en sortit sa trousse de toilette. Elle se regarda dans le grand miroir de la salle de bain. Ses yeux étaient cernés, son visage pâle, mais dans son regard, une nouvelle lueur était apparue. Ce n'était plus de la douleur, c'était de la détermination. Elle était Élodie Dumas. Elle vivait dans un appartement de luxe, avec un mari inconnu. Et demain, elle retournerait au bureau. Non pas comme une victime, mais comme un mystère. Elle allait reprendre le contrôle de la narration. C'était la seule chose à faire. Le retour chez Bellavance Technologies le lundi matin fut l'épreuve la plus difficile qu'Élodie ait jamais eu à affronter. Chaque pas depuis la station de métro jusqu'à l'imposant bâtiment de verre et d'acier de la rue du président Édouard Herriot était une lutte contre l'envie de faire demi-tour et de se réfugier dans la forteresse dorée de la rue Gasparin. Elle avait choisi sa tenue avec le soin d'un soldat préparant son armure, un tailleur pantalon noir, sobre et impeccable, acheté par l'assistante de Thibault, et un chemisier de soie blanche. Ses cheveux étaient relevés en un chignon strict, ne laissant s'échapper aucune mèche rebelle. Son maquillage était minimaliste, professionnel. Elle portait la bague à son annulaire gauche. L'alliance était son arme secrète, un talisman dont personne ne connaissait encore le pouvoir. Lorsqu'elle passa les portes tournantes, un silence palpable s'installa dans le hall d'accueil. Les conversations s'interrompirent, les têtes se tournèrent. Elle sentit le poids de dizaines de regards sur elle, un mélange de curiosité, de pitié et de gêne. Elle maintint la tête haute, le regard fixé droit devant elle, et traversa l'atrium sans accélérer ni ralentir le pas, saluant la réceptionniste d'un « Bonjour, Hélène »,
clair et assuré. Le trajet en ascenseur jusqu'au 3e étage, celui du département financier, fut une torture silencieuse. Elle le partagea avec 2 collègues d'un autre service qui fixaient obstinément le plafond lumineux. Arrivé à son étage, l'atmosphère était encore plus pesante. L'open space, d'ordinaire bruyant et animé, était plongé dans un calme studieux et artificiel. C'était le silence des gens qui font semblant de travailler pour ne pas avoir à affronter une situation inconfortable. Chloé se leva de son bureau dès qu'elle l'aperçut et se précipita vers elle, le visage empreint d'inquiétude. « Élodie, mon Dieu, je t'ai appelé tout le week-end. J'étais si inquiète. Comment tu vas? Ce que Damien a fait, c'est monstrueux. » Sa sollicitude sincère fut un baume sur la blessure encore vive d'Élodie. « Je vais bien, Chloé. Ne t'en fais pas, répondit-elle, en essayant de donner à sa voix une fermeté qu'elle ne ressentait pas. Bien? Mais comment? Chloé s'interrompit, son regard tombant sur la main gauche d'Élodie, posée sur son sac. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est quoi ça? Élodie suivit son regard jusqu'à l'anneau d'or blanc. C'était le moment, le premier test. Elle prit une profonde inspiration. Je me suis mariée. La mâchoire de Chloé se décrocha littéralement. Et tu... Quoi, pas marié? Quand? Avec qui? Je ne comprends rien. Son chuchotement était si fort que plusieurs têtes se tournèrent dans leur direction. Ce week-end, c'est une longue histoire. Je te raconterai plus tard, dit Élodie, laissant planer le mystère. Elle se dirigea vers son poste de travail, sentant le regard incrédule de Chloé et celui, beaucoup moins bienveillant, des autres. Elle s'assit, alluma son ordinateur et tenta de se plonger dans ses tableurs. Mais la concentration était impossible. L'air était électrique. La nouvelle se répandit à la vitesse de l'éclair. D'abord un murmure, puis une rumeur insistante. La femme humiliée au gala s'était mariée 2 jours plus tard. L'incompréhension était totale. C'était si inattendu, si bizarre, que cela éclipsa presque l'humiliation elle-même. La pitié commença à se muer en une curiosité intense. Damien Lefebvre arriva vers 10 heures, auréolé de sa nouvelle promotion. Il traversa l'open space comme un conquérant, acceptant les félicitations avec un sourire satisfait. Quand il passa devant le bureau d'Élodie, il s'arrêta. Un silence de mort tomba sur tout l'étage. « Mercier !» lança-t-il d'un ton faussement désinvolte, refusant de la regarder dans les yeux. « J'espère qu'il n'y a pas de rancune. Ce n'était rien de personnel, juste une mise au point nécessaire. » Élodie releva lentement la tête de son écran. Elle le regarda droit dans les yeux, son propre regard vide de toute l'admiration qu'il avait pu contenir autrefois. Il n'y avait plus que du froid. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Lefebvre, » répondit-elle d'une voix égale. « Le week-end a été si riche en événements que j'ai déjà oublié les futilités de vendredi soir. » Elle posa délibérément sa main gauche sur sa souris, faisant briller l'alliance sous la lumière des néons. Le regard de Damien fut happé par l'anneau. La surprise, puis l'incrédulité, se peignirent sur son visage. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Il était déstabilisé. Pour la première fois, il ne contrôlait plus la situation. Il avait voulu faire d'elle une victime tragique. Elle revenait en énigme. Il finit par s'éloigner sans un mot, le visage fermé. Élodie sentit une petite vague de satisfaction la traverser. C'était une victoire minuscule, mais c'était une victoire. Thibault avait eu raison. Elle avait changé la narration. Le reste de la journée fut un mélange étrange de travail intense et de gestion des rumeurs. Les gens venaient la voir sous des prétextes futiles, leurs yeux cherchant à chaque fois sa main gauche. Elle répondait à leurs questions professionnelles avec un calme olympien, ignorant les interrogations muettes. Le soir, en rentrant dans l'immense appartement silencieux, elle se sentit vidée. Thibault n'était pas encore là. Elle se servit un verre d'eau dans la cuisine ultramoderne et se posta devant la grande baie vitrée. Les lumières de la ville commençaient à scintiller sur la surface sombre de la Saône. Elle avait survécu. Elle avait tenu tête à Damien. Elle avait déjoué les attentes. Mais à quel prix? Elle menait une double vie construite sur un mensonge protecteur. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Thibault apparut dans le salon, défaisant le nœud de sa cravate. Il semblait fatigué,
les traits tirés. « Bonsoir, dit-il. Comment s'est passée cette première journée ?»« J'ai survécu, répondit-elle avec une pointe d'ironie. Il s'approcha et se versa un verre d'eau à son tour. « J'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle rumeur qui circulait chez Bellavance aujourd'hui. » Élodie le regarda surprise. « Comment savez-vous ça ?» Il eut un sourire énigmatique. « J'ai mes sources. Apparemment, une certaine Élodie Mercier, fraîchement humiliée, serait revenue au bureau mariée à un mystérieux inconnu. C'est un rebondissement digne d'un roman. Vous avez été brillante. » Son compliment la déstabilisa. Il n'était pas seulement le pourvoyeur de cette solution folle, il en était aussi un observateur attentif. « Vous n'avez pas idée du chaos que ça a créé, » dit-elle, se sentant soudain le besoin de partager le poids de cette journée. « Personne ne comprend. » Damien était complètement décontenancé. « C'était le but, » affirma Thibault. « La meilleure défense, c'est parfois de créer une diversion si puissante qu'elle rend l'attaque initiale obsolète. » Ils restèrent silencieux un instant, côte à côte, regardant la nuit tomber sur Lyon. Pour la première fois, Élodie ne se sentit pas comme une employée ou une partenaire contractuelle. Elle se sentit comme son allié. Ils étaient deux conspirateurs dans un complot dont eux seuls connaissaient les tenants et les aboutissants. « J'ai préparé à dîner, » dit-il soudain, changeant de sujet. « Enfin, j'ai commandé. J'espère que vous aimez la cuisine thaïlandaise. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, assis à la grande table de la salle à manger qui pouvait accueillir 12 personnes. La conversation fut d'abord hésitante, puis plus fluide. Ils ne parlèrent ni de Bellavance, ni de leur contrat. Il lui posa des questions sur Clermont-Ferrand, sur la boulangerie de son père. Elle lui parla de son amour pour les volcans d'Auvergne, de ses randonnées d'enfance. Elle apprit peu de choses sur lui, qu'il avait beaucoup voyagé pour son travail, qu'il aimait le jazz et les vieux films en noir et blanc. Il restait un mystère, mais un mystère dont les contours commençaient à s'adoucir. En allant se coucher dans sa chambre luxueuse et impersonnelle, Élodie réalisa que pour la première fois depuis vendredi soir, elle ne se sentait plus seule. Elle avait un complice dans cette étrange pièce de théâtre qu'était devenue sa vie. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans une routine étrange et paradoxale. La vie d'Élodie était scindée en deux univers hermétiques. Le jour, elle était Élodie Mercier, l'analyste financière efficace et désormais énigmatique de Bellavance Technologies. Elle évoluait dans un bureau où les chuchotements s'étaient tus pour laisser place à une curiosité respectueuse. Son mariage éclair était devenu une sorte de légende urbaine. Personne n'osait poser de questions directes, mais l'aura de mystère qui l'entourait lui avait conféré un nouveau statut. Damien l'évitait ostensiblement, ce qui était en soi une victoire quotidienne. Elle se découvrit une nouvelle assurance, une capacité à imposer des limites que naïvement, elle n'avait jamais cru nécessaire d'établir auparavant. Son travail s'en ressentit positivement. Ses analyses étaient plus affûtées, ses présentations plus percutantes. Libérée du poids de l'approbation de Damien, elle redécouvrait le plaisir de son métier. Le soir, elle devenait Élodie Dumas. Elle rentrait dans l'appartement silencieux de la rue Gasparin, un sanctuaire de luxe et de tranquillité. La coexistence avec Thibault se tissait de silences confortables et de conversations sporadiques mais étonnamment profondes. Il était souvent absent, pris par des rendez-vous tardifs ou des voyages d'affaires dont il ne précisait jamais la nature. Mais quand il était là, il partageait le dîner, un rituel qui s'était installé naturellement. C'est au cours de ces repas qu'elle commença à entrevoir des bribes de l'homme derrière le masque impénétrable. Thibault était un auditeur exceptionnel. Il la laissait parler de sa journée, des petites frustrations et des grandes victoires, posant des questions pertinentes qui lui montraient qu'il ne se contentait pas de l'écouter, mais qu'il la comprenait. Il avait une culture immense, passant sans effort de la finance internationale à la poésie du XIXe siècle, ou de la stratégie d'entreprise à l'histoire de l'art. Pourtant, il restait d'une discrétion absolue sur sa propre vie. Quand elle tentait de l'interroger sur sa famille, son passé ou la nature exacte de ses problèmes professionnels, il répondait par des généralités vagues, détournant habilement la conversation.
Il était une forteresse dont il lui laissait visiter les jardins, mais dont le donjon restait inaccessible. Un soir, alors qu'une pluie fine crépitait contre les baies vitrées, elle le trouva dans le salon, un verre de whisky à la main, contemplant une grande toile abstraite accrochée au mur principal. Une explosion de bleu profond et de touches de blanc. « Vous aimez ce tableau ?» demanda-t-il sans se tourner vers elle. « Je ne suis pas sûr de le comprendre, » admit Élodie. « Mais il dégage quelque chose de puissant, un peu tourmenté. Il est de Nicolas de Staël, dit-il. Ma mère adorait cet artiste. Elle disait qu'il peignait le point exact où la lumière et l'obscurité se livrent bataille. C'était la première fois qu'il mentionnait sa mère. Élodie sentit une brèche s'ouvrir. Elle était amatrice d'art? Elle était tout, répondit-il d'une voix soudainement plus basse, presque voilée. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux gris, elle crut déceler une ombre de mélancolie. Elle est partie il y a quelques années. Ce tableau est l'une des rares choses que j'ai gardées. Le moment était fragile, intime. Élodie sentit le besoin de partager quelque chose en retour. Ma mère collectionne les dés à coudre. De chaque ville où ma sœur et moi sommes allés. C'est moins prestigieux, mais ça représente aussi des souvenirs. Thibaut eut un vrai sourire, pas seulement une esquisse. Un sourire qui atteignit ses yeux et les illumina. J'imagine que la valeur d'un objet ne se mesure pas à son prix, mais à l'histoire qu'il porte. Cette conversation marqua un tournant. Leur relation, jusqu'alors purement contractuelle et cordiale, se teinta d'une nuance plus personnelle. Elle commença à remarquer les petites choses. La façon dont il laissait toujours la première tasse de café du matin pour elle, sachant qu'elle se levait plus tard. Le livre sur l'histoire de l'Auvergne qu'il avait laissé sur la table basse après qu'elle lui eut parlé de sa région, la playlist de jazz qu'il mettait parfois le soir parce qu'il avait remarqué qu'elle se détendait en l'écoutant. De son côté, Élodie se mit à lui laisser une part du gâteau au yaourt qu'elle préparait parfois le dimanche, une recette de sa grand-mère. Elle s'assurait que le pressing avait bien récupéré ses chemises quand il était en déplacement. Des gestes simples, presque domestiques, qui n'avaient rien à voir avec leur accord, mais tout à voir avec une cohabitation qui devenait, à leur grande surprise, agréable. Pourtant, le mensonge demeurait. Un jour, Chloé, son amie, l'invita à dîner. « Et amène ton mari !» avait-elle insisté. « Il est temps que je rencontre ce fantôme. Je commence à croire que tu l'as inventé. » La panique saisit Élodie. Elle en parla le soir même à Thibaut, s'attendant à un refus catégorique. « Un dîner ?» dit-il, après un moment de réflexion. « C'est une étape logique. Pour que notre histoire soit crédible, il faut bien qu'on me voie de temps en temps. » « D'accord, dis-lui que nous acceptons. » L'idée de le présenter comme son mari, de jouer cette comédie devant son amie la plus proche, la terrifiait. Le dîner eut lieu la semaine suivante dans un restaurant italien chaleureux du Vieux-Lyon. Élodie était tendue comme une corde de violon. Thibaut, lui, était d'un calme olympien. Il se montra charmant, spirituel, posant à Chloé et à son compagnon des questions sur leur travail, leur passion, les écoutant avec cette attention captivante qui le caractérisait. Il raconta une anecdote amusante sur leur rencontre, une histoire qu'ils avaient brièvement répétée la veille, un coup de foudre improbable dans une librairie, un café qui s'était prolongé, une décision folle. C'était un mensonge, mais raconté avec une telle sincérité qu'Élodie elle-même se laissait presque prendre au jeu. À un moment, sous la table, sa main frôla celle de Thibaut. Il ne la retira pas. Au contraire, il glissa doucement ses doigts entre les siens, un contact léger mais ferme. Un courant électrique la parcourut. C'était la première fois qu'ils se touchaient ainsi, en dehors de l'échange formel des alliances. Ce simple geste, destiné à renforcer leur comédie aux yeux de Chloé, eut sur elle un effet bien plus profond. Il la connectait à lui d'une manière nouvelle, troublante. Sur le chemin du retour, dans le silence de la voiture, Élodie était pensive. La soirée avait été un succès. Chloé était conquise. « Il est incroyable, Élodie », lui avait-elle glissé aux toilettes. « Le regard qu'il a sur toi. On voit qu'il est fou de toi. » Cette phrase résonnait dans sa tête. Le regard qu'il avait sur elle. Était-ce juste du talent d'acteur? Ou y avait-il autre chose?
Quand ils arrivèrent à l'appartement, elle se tourna vers lui avant de sortir de la voiture. « Merci, dit-elle. Pour ce soir, vous avez été parfait. »« J'ai simplement dit à ton amie ce qu'elle voulait entendre, » répondit-il sobrement. « Non, ce n'était pas que ça, » insista-t-elle. « Vous l'avez mise à l'aise, vous l'avez écoutée. » Il la regarda, le visage à demi éclairé par les lumières de la rue. « Chloé est importante pour vous. Je ne voulais pas vous mettre dans une situation embarrassante. C'est la moindre des choses. » Cette nuit-là, Élodie eut du mal à trouver le sommeil. Le contact de sa main, la chaleur de sa paume contre la sienne persistaient dans sa mémoire. Leur mariage était un contrat, une mise en scène, mais les émotions, elles, ne se contractent pas. Et elle commençait à craindre que les siennes ne soient en train de déborder dangereusement du cadre qu'il s'était fixé. Elle était en train de tomber amoureuse de son mari factice. Le contact de la main de Thibaut avait laissé une empreinte bien plus durable que sa brève pression. Dans les jours qui suivirent le dîner avec Chloé, Élodie se surprit à y repenser à des moments inattendus, en pleine analyse d'un bilan financier, en attendant le métro, ou le soir, seule dans son grand lit. Ce simple geste, un mensonge destiné à un public, avait été pour elle une décharge de vérité. Il avait cristallisé le trouble qui grandissait en elle, la transformant d'une vague inquiétude en une certitude dérangeante. Les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur pour se protéger de cet homme et de leur situation artificielle étaient en train de s'effriter. Elle se sentait prise au piège d'une ironie cruelle. Elle, qui avait toujours prôné la prudence et la raison, se retrouvait à éprouver des sentiments naissants pour un homme dont elle ne savait presque rien, un homme avec qui elle était liée par le pacte le plus cynique qui soit. Chaque geste de gentillesse de sa part, chaque conversation partagée, chaque silence complice devenait à la fois un délice et une torture. Elle analysait ses moindres paroles, cherchant un indice, une faille qui lui révélerait si elle était seule à ressentir ce glissement du contractuel vers le personnel. Mais Thibaut restait insondable, un maître dans l'art de la distance cordiale. Le dimanche suivant, une pluie battante s'abattait sur Lyon, enveloppant la ville d'un voile gris et mélancolique. L'appartement était un havre de paix et de chaleur. Pour la première fois depuis son arrivée, Élodie se sentait véritablement chez elle. Elle était enroulée dans un plaid sur l'un des canapés du salon, un roman à la main, tandis que Thibaut, assis dans un fauteuil en face, lisait le journal du dimanche en sirotant un café. Une scène d'une domesticité paisible, si authentique qu'elle en était presque douloureuse. « Vous êtes silencieuse aujourd'hui », remarqua-t-il sans lever les yeux de son journal. « Je réfléchis », répondit-elle. « Je me disais que c'est étrange. Il y a un mois, ma vie était simple, prévisible. Et maintenant, » elle laissa sa phrase en suspens. Il reposa son journal sur la table basse et la regarda. Son regard gris était sérieux, attentif. « Vous regrettez ?» La question était directe, sans phare. Elle prit le temps de la considérer. Regrettait-elle cette folie? « Non, dit-elle honnêtement. Je ne regrette pas. C'est juste déstabilisant. J'ai l'impression de ne plus savoir sur quel sol je marche. »« Mais parfois, c'est quand on perd pied qu'on apprend à nager, » répondit-il d'une formule énigmatique qui semblait lui correspondre parfaitement. Il allait ajouter quelque chose, mais son téléphone, posé sur la table, se mit à vibrer. Le nom qui s'afficha fit immédiatement disparaître la quiétude de son visage. Il se leva d'un bond, s'éloigna vers la baie vitrée en tournant le dos à Élodie et décrocha. Sa voix, d'ordinaire si calme et posée, était maintenant basse, tendue, presque dure. Élodie fit semblant de se replonger dans sa lecture, mais toutes ses antennes étaient braquées sur la conversation dont elle ne percevait que des bribes. « Non, la fusion ne peut pas attendre. C'est hors de question. Le conseil d'administration à Paris exige des réponses, et il les aura. Écoutez, ma présence à Lyon doit rester discrète jusqu'à l'annonce officielle. Personne ne doit être au courant. C'est clair? Gérez la fuite. Je ne veux pas que la presse s'en mêle, avant que nous ayons la mainmise totale. » Chaque mot était un coup de poignard dans l'atmosphère paisible de la pièce. Fusion, conseil d'administration, Paris, annonce officielle.
C'étaient les mots d'un monde des affaires bien plus vaste et impitoyable que son département financier chez Bellavance. Elle sentit un frisson la parcourir. Qui était-il vraiment? Ses problèmes professionnels pour lesquels il avait eu besoin de se marier étaient d'une toute autre envergure que ce qu'elle avait imaginé. Quand il raccrocha, il resta un long moment immobile, le dos tourné, fixant la pluie qui striait les vitres. Puis il se retourna. Son visage était un masque de tension. « Je suis désolé, je dois partir. Un imprévu à régler », dit-il d'une voix qui coupait court à toute question. Il se dirigea vers l'entrée, enfila son manteau et attrapa sa mallette en cuir posée sur une console. Dans sa précipitation, un dossier cartonné bleu glissa de la mallette entr'ouverte et tomba sur le sol avec un bruit mat. Il ne le remarqua pas et sortit, refermant la porte d'entrée derrière lui. Le dossier gisait sur le parquet. Élodie resta figée pendant plusieurs secondes, le cœur battant à tout rompre. Sa conscience lui hurlait de ne pas y toucher, de respecter son jardin secret, leur accord tacite. Mais la curiosité, nourrie par les bribes de conversation qu'elle venait d'entendre, fut la plus forte. C'était plus que de la curiosité. C'était un besoin de comprendre, de savoir qui était l'homme qui partageait sa vie, son nom. Elle se leva, s'approcha et ramassa le dossier. Il n'y avait aucune inscription sur la couverture. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle l'ouvrait. La première page était un document officiel, un en-tête qui lui glaça le sang. En haut, en lettres capitales, était inscrit « Dumas Télécom » et juste en dessous, le titre du document « Projet de restructuration stratégique, phase 3 ». Acquisition et intégration de la filiale Bellavance Technologies. Élodie dut s'appuyer contre le mur pour ne pas défaillir. Dumas Télécom, le géant des télécommunications. Un empire dont on entendait parler aux informations financières, une des plus grandes fortunes de France. Et Bellavance, une filiale, sa société. L'entreprise où elle travaillait n'était qu'une petite pièce sur l'échiquier de la famille de son mari. Elle referma vivement le dossier comme si elle s'était brûlée. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant d'assembler les pièces de ce puzzle insensé. Thibaut Dumas, ce n'était pas une coïncidence. Sa discrétion, ses voyages, ses appels tendus, tout prenait un sens nouveau et terrifiant. Elle entendit la clé tourner dans la serrure. La panique la saisit. Thibaut, il avait dû oublier quelque chose. Vite, elle reposa le dossier près de l'endroit où il était tombé et recula de quelques pas, tentant de composer un visage neutre. La porte s'ouvrit. C'était bien lui. « J'ai oublié mes clés de voiture », dit-il, l'air contrarié. Son regard balaya la pièce, s'arrêta une fraction de seconde sur elle, puis sur le dossier par terre. Il ne dit rien, mais un pli imperceptible se forma entre ses sourcils. Il ramassa les clés sur la console, puis le dossier, qu'il glissa fermement dans sa mallette. « À ce soir » lança-t-il, avant de disparaître à nouveau. Élodie resta seule au milieu du salon, le silence retombant comme un linceul. Le monde venait de basculer une seconde fois en l'espace d'un mois. L'homme qu'elle avait épousé pour échapper à une humiliation au sein de son entreprise était, d'une manière ou d'une autre, lié au sommet de cette même entreprise. Thibaut Dumas n'était pas seulement un homme mystérieux. Il était un empire. Et elle, sans le savoir, venait d'en épouser le prince héritier. Le silence qui suivit le départ de Thibaut était différent. Ce n'était plus le silence apaisant d'un refuge, mais le vide oppressant d'une cage dorée. Élodie resta immobile au milieu du salon, le cœur battant la chamade. L'en-tête du document, Dumas Télécom, était gravé au fer rouge dans sa mémoire. Chaque détail de l'appartement, autrefois perçu comme un luxe impersonnel, lui apparaissait désormais comme une pièce du décor d'une immense supercherie. Les toiles abstraites, le mobilier design, la vue imprenable sur la Saône, tout cela n'était pas le fruit du hasard, mais l'attribut d'un pouvoir qu'elle n'avait jamais soupçonné. Elle se sentit d'une naïveté confondante. Elle avait cru à l'histoire de l'inconnu bienveillant, du sauveur providentiel agissant sur un coup de tête romanesque. La vérité était bien plus froide, bien plus calculée. Elle n'était pas la bénéficiaire d'un acte insensé, mais la pièce d'une stratégie dont elle ignorait tout. Pourquoi elle?
La question la hantait. Avait-il tout planifié depuis le début? L'avait-il repéré bien avant le gala? Son humiliation publique n'avait-elle été qu'un prétexte commode, une opportunité inespérée pour lui de l'accueillir à son point le plus vulnérable? Les heures s'étirèrent, lourdes et angoissantes. Elle fit les 100 pas dans le grand salon, incapable de se poser, de lire ou même de regarder la pluie tomber. Chaque scénario qui traversait son esprit était plus inquiétant que le précédent. Était-elle un simple pion dans une guerre d'entreprise? Une couverture pour une raison inavouable? L'homme avec qui elle avait partagé des dîners, des bribes d'intimité, des sourires fragiles, n'était qu'une façade. Et ce qui la blessait le plus, c'était de réaliser à quel point cette façade avait commencé à lui plaire. La trahison n'était pas seulement contractuelle, elle était émotionnelle. Thibault rentra tard dans la soirée. Élodie l'entendit poser ses clés, le bruit sec résonnant dans le silence tendu. Elle s'était assise dans un des fauteuils, le dos droit, les mains crispées sur ses genoux, attendant. Il entra dans le salon, l'air fatigué mais le visage impassible. « Bonsoir », dit-il, en défaisant sa cravate. « Journée compliquée. J'espère que vous n'avez pas attendu pour dîner. » Il tentait d'instaurer la normalité, de revenir à leur routine familière. Mais quelque chose s'était brisé. « Je n'avais pas faim », répondit-elle d'une voix blanche. Il s'arrêta et la dévisagea, sentant immédiatement le changement d'atmosphère. Le calme habituel d'Élodie avait été remplacé par une froideur acérée. « Tout va bien ? C'est à vous que je devrais poser la question », rétorqua-t-elle, incapable de dissimuler plus longtemps son amertume. « Vos imprévus semblent vous occuper bien plus que de simples affaires. » Thibault ne se laissa pas décontenancer. Il s'approcha lentement et s'assit sur le canapé en face d'elle, créant une distance entre eux. Le monde des affaires est exigeant. Le monde des affaires ou celui des empires, lança-t-elle. Il leva un sourcil. Le jeu avait commencé. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Dumas Télécom, dit-elle, laissant le nom tomber entre eux comme une pierre. Ça vous dit quelque chose? Le visage de Thibault se ferma. Il n'y eut pas de surprise, seulement une confirmation lasse. Il avait donc bien compris qu'elle avait vu le dossier. C'est une entreprise avec laquelle j'ai des liens, en effet. Des liens? Répéta Élodie, un rire sans joie lui échappant. C'est une façon bien modeste de présenter les choses. Et Bellavance, dans tout ça, une simple filiale, n'est-ce pas? Une petite planète dans la galaxie Dumas. C'est fascinant, je n'aurais jamais cru travailler pour un groupe d'une telle envergure. Son sarcasme était une armure. À l'intérieur, elle était terrifiée et blessée. « Élodie, c'est compliqué », commença-t-il, sa voix grave se voulant apaisante, mais n'obtenant que l'effet contraire. « Oh, je vous en prie, épargnez-moi ça », s'emporta-t-elle, se levant d'un bond. « Ne me dites pas que c'est compliqué. Dites-moi la vérité pour une fois. Qui êtes-vous, Thibault? Quel est votre rôle dans tout ça? Et surtout, pourquoi moi? Pourquoi m'avoir épousé, moi, une employée insignifiante de votre filiale ?» Il se leva à son tour, sa haute stature dominant la pièce. Mais pour la première fois, elle n'y vit pas une présence rassurante, mais une menace. « Je ne peux pas tout vous dire. Pas encore, dit-il, sa mâchoire contractée. « Je vous ai demandé de me faire confiance. »« La confiance ?» s'exclama-t-elle. « La confiance se mérite, elle ne se décrète pas. Vous m'avez menti depuis le premier jour. Chaque mot, chaque geste, tout était faux. Notre rencontre, votre proposition, était-ce calculé? » « Non !» Sa réponse fut si prompte, si véhémente qu'elle la surprit. « Notre rencontre était un hasard, mais quand je vous ai vu, ce soir-là, j'ai su que vous étiez la bonne personne. J'avais besoin de quelqu'un d'extérieur au système, quelqu'un d'intègre. »« Intègre ou juste naïve ?» cracha-t-elle. « Facile à manipuler? Une couverture parfaite pour vos grandes manœuvres ?» Il fit un pas vers elle, mais elle recula. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne vous ai jamais vu comme un pion. Au contraire. Alors c'est quoi? Dites-le-moi » le défia-t-elle, les larmes lui montant aux yeux, des larmes de rage et de déception. Il resta silencieux, le regard tourmenté. Il était pris entre son secret et elle, et il choisit son secret. « Je ne peux pas. L'annonce officielle de la restructuration n'a pas encore été faite. Des carrières, des vies,
sont en jeu. Toute fuite pourrait être catastrophique. Je vous demande juste un peu plus de temps. Sa justification si rationnelle et corporatiste fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il parlait de carrière et de restructuration alors qu'elle parlait de sa vie, de son cœur, de leur intimité bafouée. Ils ne vivaient pas dans le même monde. « Du temps », répéta-t-elle, la voix brisée. « C'est la seule chose que je n'ai plus à vous donner. » Elle lui tourna le dos et se dirigea vers sa chambre, mettant fin à la conversation. Elle ferma la porte derrière elle et s'y adossa, laissant enfin les larmes couler. L'homme qu'elle apprenait à aimer et l'homme qui l'avait manipulée étaient une seule et même personne. Le constat était insupportable. Elle resta là un long moment, dans le noir, à écouter le son de sa propre respiration saccadée. Puis, une résolution s'imposa à elle, claire et nette. Elle ne pouvait plus rester ici, pas une nuit de plus. Elle avait besoin de respirer un air qui ne soit pas vicié par le mensonge. Elle avait besoin de retrouver un lieu où les choses étaient vraies, simples, un lieu où on ne cachait pas des empires derrière des sourires. Elle essuya ses larmes, alluma la lumière et sortit son téléphone. Elle chercha le numéro de sa mère. Il était tard, mais elle s'en moquait. Sa voix tremblait légèrement quand elle composa le numéro. « Maman, c'est moi. Dis, est-ce que je pourrais venir passer quelques jours à la maison? J'ai besoin de rentrer. » Le lendemain matin, l'appartement de la rue Gasparin était un mausolée. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les immenses fenêtres, projetant des ombres longues et froides sur les meubles design. Le silence était total, lourd, imprégné des mots non dits et de l'amertume de la veille. Élodie n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit assise dans un fauteuil de sa chambre, regardant les lumières de la ville s'éteindre une à une, son esprit tourbillonnant dans un chaos de colère, de tristesse et de trahison. Sa décision était prise, irrévocable. Elle n'était pas une prisonnière, et elle ne resterait pas une seconde de plus dans cette cage, aussi dorée fût-elle. Avec une détermination mécanique, elle se leva et commença à faire ses bagages. L'action physique lui donnait un semblant de contrôle. Elle ouvrit le dressing monumental que l'assistante de Thibault avait rempli. Elle ignora les robes de créateur, les tailleurs impeccables, les chaussures de luxe, tout ce qui appartenait à Élodie Dumas, cette femme qu'elle n'avait jamais été. Avec un soin presque chirurgical, elle ne prit que les quelques vêtements qu'elle avait apportés de son ancienne vie, ceux qui se trouvaient dans sa petite valise le jour de son mariage. Son vieux jean confortable, ses pulls un peu usés, ses livres de poche. C'était sa manière de rejeter son monde, de se dépouiller de l'identité qu'il lui avait imposée. Elle entendit la porte de la chambre de Thibault s'ouvrir. Ses pas résonnèrent dans le couloir. Elle ne s'arrêta pas, pliant un t-shirt avec une concentration farouche. Il apparut sur le seuil, déjà habillé d'un costume impeccable, mais sans cravate. Son visage était grave. Ses yeux cernés trahissaient une nuit aussi blanche que la sienne. Il la regarda plier ses affaires dans sa modeste valise et une expression de douleur traversa son masque de contrôle. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, bien qu'il connût la réponse. « Je pars » répondit-elle sans le regarder. Sa voix était plate, dénuée d'émotion. « Ne partez pas comme ça, pas sur un malentendu. » Il fit un pas dans la chambre. Elle se retourna vivement, le fixant pour la première fois. « Un malentendu. Vous appelez ça un malentendu. J'ai épousé un homme qui a omis de me dire qu'il était, de près ou de loin, le propriétaire de l'entreprise pour laquelle je travaille. J'ai partagé des repas, des conversations avec un homme qui me cachait l'essentiel. Où est le malentendu, Thibault ?» Le fait qu'elle utilise son prénom pour la première fois dans un moment de colère le frappa. « C'était mon intention de tout vous dire, au bon moment. » « Ah, le fameux bon moment des hommes d'affaires, rétorqua-t-elle avec un mépris glacial. Laissez-moi deviner, juste après que la fusion soit annoncée et que mon rôle de figurante soit terminé. Vous n'avez jamais été une figurante, dit-il d'une voix intense. Vous étiez la seule chose réelle dans tout ça. Cette phrase, qui aurait pu la faire fondre quelques jours plus tôt, sonnait désormais comme la plus cruelle des manipulations. Réelle? J'étais votre bouclier. Votre alibi, une petite employée sans histoire,
parfaite pour ne pas attirer l'attention des requins de votre monde pendant que vous prépariez votre coup. C'est brillant, je dois le reconnaître. Mais le jeu est terminé. Elle referma sa valise. Le clic des fermetures résonna comme un verdict. Elle se dirigea vers la sortie de la chambre, mais il se plaça devant la porte, lui barrant le passage. Pas de manière agressive, mais sa simple présence était un mur. « Laissez-moi au moins vous conduire à la gare, vous ramener chez vous », plaida-t-il. C'était un homme habitué à tout contrôler, et la situation lui échappait totalement. Il tentait de se raccrocher à la seule chose qu'il savait faire, gérer la logistique. « Non », répondit-elle fermement, « je ne veux plus rien de vous. Ni votre argent, ni votre protection, ni votre chauffeur. Je vais prendre le train comme tout le monde. Je vais retrouver ma vie. La vraie. » Ses yeux tombèrent sur sa main gauche. L'alliance. Le dernier symbole de leur pacte. Lentement, délibérément, elle fit glisser l'anneau d'or blanc de son doigt. Il semblait soudain brûlant. Elle le tendit vers lui, la paume ouverte. Il ne bougea pas, la regardant avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. C'était plus que de la contrariété. C'était peut-être du regret. Voyant qu'il ne le prenait pas, elle se retourna et posa l'anneau sur la commode en bois sombre. Le petit bruit métallique du bijou sur le bois fut le son final de leur histoire. « Ceci vous appartient. C'était un accessoire de votre plan, après tout, » dit-elle sans se retourner. Elle le contourna et sortit de la chambre. Il ne la retint plus. Elle traversa le long couloir, puis le salon immense et froid, sans un regard en arrière. Elle ouvrit la lourde porte d'entrée et la referma derrière elle, laissant Thibaut Dumas seul au milieu de son empire silencieux. Le trajet en train de Lyon à Clermont-Ferrand fut un long flou. Assise côté fenêtre, Élodie regardait le paysage se transformer. Les bâtiments modernes et les plaines industrielles de la vallée du Rhône laissèrent progressivement place aux courbes douces et verdoyantes des volcans endormis d'Auvergne. C'était un retour aux sources, un voyage en sens inverse de son ambition. Elle avait quitté cette terre pour conquérir un monde qui s'était révélé n'être qu'illusion et mensonge. Maintenant, elle y revenait, meurtrie, mais lucide. Quand le train entra en gare de Clermont-Ferrand, elle sentit une boule se dénouer dans sa gorge. La gare était plus petite, plus modeste, plus humaine que celle de Lyon-Pardieu. Sur le quai balayé par un vent frais, une silhouette familière l'attendait. Sa mère, Françoise, avec ses cheveux poivre et celles coupées court et son sourire inquiet. Dès qu'elle la vit, Élodie sentit toutes ses défenses s'effondrer. Elle descendit du train, traînant sa valise, et se jeta dans les bras de sa mère. Françoise la serra fort, sans poser de questions, sentant la détresse de sa fille. C'est là, dans cette étreinte simple et inconditionnelle, qu'Élodie laissa enfin échapper les larmes qu'elle avait retenues depuis la veille. Des larmes de soulagement et de douleur mêlées. « Ça va aller, ma chérie », murmura sa mère en lui caressant les cheveux. « Tu es à la maison maintenant. » Et pour la première fois depuis des semaines, Élodie le sentit. Elle n'était plus Élodie Dumas, l'épouse mystère d'un homme puissant. Elle n'était plus Élodie Mercier, l'analyste financière humiliée. Elle était juste Élodie. Elle était de retour à la maison. Le retour à Clermont-Ferrand fut comme remonter le temps. La maison de ses parents, située dans un quartier pavillonnaire calme, n'avait pas changé. L'odeur familière de la cire d'abeille et du pain chaud qui s'échappait encore parfois de la boulangerie attenante, bien que son père fût à la retraite, l'enveloppa comme une couverture rassurante. Sa chambre d'adolescente était intacte, avec ses étagères chargées de livres, son petit bureau où elle avait passé tant de nuits à étudier, et la vue depuis sa fenêtre sur le puits de Dôme, majestueux et immuable. Françoise, sa mère, fut d'une sagesse infinie. Elle ne la pressa pas de questions. Elle comprit que sa fille était une blessée de guerre et que les blessures de l'âme ont besoin de silence et de temps pour cicatriser. Elle se contentait d'être là, préparant ses plats préférés, lui apportant des tasses de tisane et l'écoutant quand Élodie se sentait prête à parler par bribes fragmentées. Élodie lui raconta l'humiliation au gala, la proposition folle de cet homme. Thibaut, mais elle omit la partie la plus complexe, celle de son identité et de son lien avec Bellavance. C'était trop lourd, trop invraisemblable.
Pour ses parents, elle avait simplement fait un mariage impulsif qui s'était révélé être une terrible erreur. Son père, Jean-Pierre, un homme de peu de mots mais au cœur immense, la regardait avec une inquiétude paternelle. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux dans le salon, lui regardant un match de rugby à la télévision et elle feignant de lire, il baissa le son et se tourna vers elle. « Tu sais, ma fille, commença-t-il de sa voix un peu bourrue, dans mon métier, quand tu rates une fournée de pain, tu ne passes pas la journée à te lamenter, tu nettoies le four, tu prépares une nouvelle pâte et tu t'assures que la suivante sera meilleure. La vie, c'est un peu pareil. » Ces mots simples, empreints du bon sens de l'artisan, touchèrent Élodie plus que n'importe quel grand discours. Elle avait raté sa fournée. Il était temps de nettoyer le four. Les premiers jours, elle dormit beaucoup, un sommeil lourd et sans rêve, comme si son corps et son esprit tentaient de rattraper le déficit de paix des dernières semaines. Puis, lentement, elle recommença à vivre. Elle accompagna sa mère au marché Saint-Pierre, retrouvant les couleurs et les odeurs de son enfance. Elle passa des après-midi dans l'ancienne boulangerie, aidant son père à ranger son outillage, l'odeur de la farine lui rappelant la simplicité d'un travail honnête et tangible. Elle se remit à la randonnée, une passion qu'elle avait délaissée dans le tourbillon de sa vie lyonnaise. Chaque matin, elle partait seule sur les sentiers de la chaîne des Puits. L'effort physique, l'air pur et frais, le silence majestueux des volcans endormis lui vidaient la tête. Assise au sommet du Pariou, contemplant le cratère parfait et la vue panoramique sur la plaine de la Limagne, elle sentait la perspective revenir. Son drame personnel, si immense à Lyon, semblait ici minuscule face à l'éternité de ces montagnes. L'humiliation de Damien, la trahison de Thibaut, tout cela perdait de sa substance, devenant les péripéties d'une histoire qui ne lui appartenait déjà plus tout à fait. Cependant, le monde extérieur ne pouvait être tenu à distance éternellement. Son téléphone professionnel, qu'elle avait d'abord éteint, finit par attirer son attention. Elle avait reçu des dizaines d'appels manqués de Chloé et un nombre incalculable de notifications. Poussée par un mélange de devoir et de curiosité morbide, elle se décida à l'allumer. Le premier mail qui s'afficha était un communiqué officiel de Bellavance Technologies datant de 2 jours plus tôt. Le titre la fit frissonner. Annonce stratégique majeure, Bellavance Technologies rejoint officiellement le groupe Dumas Télécom. Son cœur s'emballa. C'était donc arrivé. Elle lut le communiqué, les termes corporatifs décrivant une synergie prometteuse, une nouvelle ère d'innovation. Puis vint le paragraphe qui la concernait le plus. Il annonçait la nouvelle structure de direction. Un nom, en particulier, sauta à ses yeux. Monsieur Thibaut Dumas, héritier et directeur général de Dumas Télécom, prendra la présidence du conseil de surveillance de Bellavance Technologies pour superviser la transition. Héritier et directeur général, CEO, le grand patron. L'homme qui s'était présenté comme un simple inconnu dans une situation délicate était en réalité le personnage le plus puissant de tout l'échiquier. La révélation, bien qu'attendue, la frappa avec la violence d'un coup de poing. Tout s'éclairait. Ses absences, sa discrétion, son besoin d'un mariage rapide pour se protéger, peut-être de rivalités internes ou de pression familiale liées à son statut de célibataire à un poste aussi élevé. Son mariage avec une employée de la base était une manœuvre de camouflage géniale. Mais ce n'était pas tout. En faisant défiler ses mails, elle tomba sur une série de messages de Chloé, de plus en plus paniquée. Le dernier était bref et alarmant. « Élodie, rappelle-moi d'urgence, des choses horribles se disent sur toi ici. » Intriguée et inquiète, elle appela son amie. Chloé décrocha à la première sonnerie. « Élodie, enfin, mais où es-tu? Tu as disparu !»« Je suis à Clermont, chez mes parents. J'avais besoin de prendre l'air, » dit Élodie, évasive. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ce qui se passe. » La voix de Chloé était un mélange de colère et d'incrédulité. Après l'annonce de la fusion et la révélation de l'identité de ton mari, c'est le chaos total. Damien Lefebvre répand les pires rumeurs. Il raconte à qui veut l'entendre que tu savais tout depuis le début,
que tu l'as séduit pour obtenir des informations, que tu as planifié cette humiliation au gala pour te faire remarquer par le grand patron et l'attirer dans tes filets. Il dit que tu es une arriviste sans scrupules, que votre mariage n'est qu'un coup monté pour mettre la main sur la fortune des Dumas. Et le pire, c'est que les gens commencent à le croire. Élodie resta sans voix, le téléphone collé à l'oreille. Le sol se dérobait à nouveau sous ses pieds. Damien, ne pouvant supporter d'avoir été déstabilisé, avait retourné la situation. Il ne l'avait pas seulement humilié une fois, il était en train de détruire sa réputation, de salir son intégrité, la seule chose qu'elle possédait vraiment. Elle n'était plus la victime, mais la coupable, la manipulatrice. « Personne ne connaît la vérité, Chloé, » murmura-t-elle, la gorge nouée. « Je te crois, Élodie, je sais qui tu es, mais les autres... » Il voit une analyste financière modeste qui épouse le grand PDG milliardaire 2 jours après avoir été publiquement rejeté. L'histoire que Damien raconte est plus simple, plus sordide. Elle correspond mieux à leurs préjugés. Après avoir raccroché, Élodie se sentit submergée par un sentiment d'injustice si violent qu'il lui coupa le souffle. Elle avait fui Lyon pour échapper aux mensonges de Thibault, mais elle se retrouvait piégée dans un autre mensonge, encore plus destructeur, fabriqué par Damien. Elle ne pouvait pas laisser faire ça. Elle ne pouvait pas laisser cet homme réécrire son histoire et la transformer en monstre. Son père avait raison. Il ne suffisait pas de nettoyer le four. Il fallait aussi se battre pour protéger sa recette. Sa décision fut instantanée. Sa retraite était terminée. Elle devait retourner à Lyon. Pas pour Thibault, pas pour son travail, mais pour elle-même, pour sa dignité. Elle allait affronter Damien et elle allait mettre un terme à ses mensonges, une bonne fois pour toutes. La décision de retourner à Lyon ne fut pas une impulsion, mais une évidence. C'était comme si les randonnées quotidiennes sur les flancs des volcans avaient fini par reforger sa colonne vertébrale, lui rendant une solidité qu'elle croyait perdue. Quand elle annonça son départ à ses parents le soir même, sa mère la regarda avec une angoisse non dissimulée. « Ma chérie, tu es sûre? Tu viens à peine de rentrer. Tu n'es pas encore assez forte pour affronter tout ça, » dit Françoise en posant sa main sur celle de sa fille. « C'est justement parce que je suis ici, avec vous, que j'ai retrouvé la force de le faire, maman, » répondit Élodie avec un calme qui la surprit elle-même. « Si je reste cachée, je donne raison à mes détracteurs. Je laisse un autre homme définir qui je suis. Je l'ai déjà laissé faire une fois, plus jamais. » Son père, qui était resté silencieux, hocha la tête lentement. « Elle a raison, Françoise. On ne laisse pas les mauvaises herbes envahir le jardin. Il faut les arracher à la racine. » Il se tourna vers Élodie, son regard habituellement doux durci par la fierté. « Fais ce que tu as à faire, et si tu as besoin de nous, on n'est qu'à 2 heures de train. » Ce soutien inconditionnel fut son viatique. Le lendemain, elle refit le trajet en sens inverse. Le train fendait la campagne auvergnate, puis les plaines de la Loire, en direction de la métropole lyonnaise. Mais son état d'esprit était radicalement différent. Elle ne fuyait plus, elle partait au front. Chaque kilomètre la rapprochant de Lyon ne ravivait pas son angoisse, mais aiguisait sa détermination. Elle n'observait plus le paysage à travers un filtre de tristesse, mais avec la clarté d'esprit de quelqu'un qui a une mission. Arrivée à la gare de Lyon-Part-Dieu, elle ne prit pas le chemin de la rue Gasparin. Cet appartement n'était plus chez elle. C'était le théâtre d'un mensonge. Elle appela Chloé. « Je suis à Lyon. Est-ce que je peux rester chez toi quelques jours ?» 20 minutes plus tard, elle était dans le petit appartement chaleureux et un peu désordonné de son amie. Chloé la serra dans ses bras, soulagée et inquiète à la fois. « Mon Dieu, Élodie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas retourner au bureau, c'est un nid de vipères en ce moment. » « Si, » répondit Élodie en posant sa valise. « C'est exactement ce que je vais faire. Je dois parler à Damien. »« Tu es folle, il va te dévorer toute crue. »« Non, » dit Élodie, et il y avait dans sa voix une certitude nouvelle, forgée dans le silence des montagnes. « Il ne peut plus rien contre moi, parce que je n'attends plus rien de lui. Ni approbation, ni excuse, ni gentillesse. Quand on n'attend rien de quelqu'un, il n'a plus aucun pouvoir sur vous. » Le lendemain matin, elle retourna chez Bellavance. Elle portait son armure la plus simple.
Un jean, un chemisier blanc et un blazer. Pas d'alliance, pas de tailleur de luxe, juste elle-même. Son arrivée créa la même onde de choc que la dernière fois, mais les murmures n'étaient plus les mêmes. La pitié avait laissé place à une curiosité suspicieuse. Elle sentit les regards, la juger, peser sa prétendue duplicité. Elle ignora tout le monde et se dirigea droit vers l'espace café où elle savait qu'elle trouverait Damien, tenant sa cour matinale. Il était là, adossé à un comptoir, un expresso à la main, racontant une anecdote à deux jeunes recrues qui buvaient ses paroles. Quand il la vit approcher, son sourire s'élargit en un rictus carnassier. « Tiens, tiens !» lança-t-il assez fort pour que tout le monde entende. « Madame Dumas daigne redescendre parmi nous. Alors, la vie de château est déjà terminée ?» Élodie s'arrêta à 1 mètre de lui. Elle ne laissa transparaître aucune émotion. « Damien, j'aimerais qu'on ait une conversation. »« Je suis tout oui, » dit-il, croisant les bras sur sa poitrine, savourant ce qu'il pensait être sa revanche. « Il paraît que tu racontes une histoire assez créative à mon sujet, » commença-t-elle d'une voix calme, mais qui portait dans le silence qui s'était installé. « Une histoire dans laquelle je serais une sorte de génie du mal, une manipulatrice qui aurait tout orchestré. » Il haussa les épaules avec une fausse nonchalance. « Je ne fais que relater les faits. Les gens tirent leurs propres conclusions. Avoue que la chronologie est troublante. La seule chose qui est troublante ici, c'est ta fragilité, » rétorqua Élodie. Le mot le frappa comme une gifle. Son sourire vacilla. « Tu n'as pas supporté une seule seconde de ne pas contrôler la narration. L'idée que je ne sois pas resté à terre, anéanti par ta petite cruauté publique, t'était insupportable. Alors tu as dû inventer autre chose, une histoire où tu n'es plus le bourreau, mais la victime clairvoyante d'une femme machiavélique. C'est tellement plus confortable pour ton ego. » Plusieurs personnes autour d'eux avaient cessé de faire semblant de travailler et écoutaient ouvertement. Le visage de Damien commençait à se crisper. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, je sais parfaitement, » le coupa-t-elle. Sa voix toujours aussi maîtrisée, mais tranchante comme du verre. « La vérité, c'est que tu as voulu me briser par plaisir pour te sentir puissant. Mais tu as échoué. Et ce qui te rend fou, ce n'est pas de croire que j'ai tout planifié. Ce qui te rend fou, c'est la possibilité que je sois simplement allé de l'avant. Que le grand patron, comme tu dis, ait vu en moi quelque chose que toi, dans ton arrogance, tu as été incapable de voir. Ce n'est pas ma prétendue ambition qui te ronge, Damien. C'est la tienne qui a été blessée. » Il resta bouche bée, incapable de formuler une réponse cohérente. Elle l'avait désarmé, non pas en criant, mais en disséquant sa psychologie avec une précision chirurgicale devant un public. Élodie fit un pas en arrière, signifiant que la conversation était terminée. « Je ne suis pas venu te demander d'arrêter. Je suis venu te dire que ton opinion et les histoires que tu inventes n'ont absolument aucune importance. Continue si ça te chante, mais sache que chaque fois que tu prononceras mon nom, tu ne feras que rappeler à tout le monde à quel point tu es un homme petit et amer. » Sur ces mots, elle lui tourna le dos et s'éloigna, la tête haute. Elle traversa l'open space sous le regard stupéfait de ses collègues. Elle ne se dirigea pas vers son ancien bureau, mais vers la sortie. Sa mission ici était accomplie. En sortant du bâtiment, elle prit une grande inspiration. L'air de Lyon lui sembla plus léger. Elle ne s'était pas battue pour les autres, pour leur opinion. Elle s'était battue pour elle-même. Elle avait arraché la mauvaise herbe. Elle n'avait pas gagné une guerre. Elle n'avait pas rétabli la vérité aux yeux de tous. Mais elle avait fait quelque chose de bien plus important. Elle s'était retrouvée. En quittant le bâtiment de Bellavance, Élodie ne ressentit pas l'euphorie de la victoire, mais le calme étrange qui suit une tempête. L'adrénaline de la confrontation avec Damien s'estompait, laissant place à une lucidité froide et à une immense fatigue. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, non pas pour convaincre les autres, mais pour se convaincre elle-même qu'elle ne serait plus jamais une victime silencieuse. Elle marcha sans but précis, laissant ses pas la guider à travers Lyon. La ville, qui avait été le théâtre de son humiliation puis de sa réclusion dorée, lui apparaissait sous un jour nouveau. Elle la voyait avec ses propres yeux, sans le filtre de l'ambition, de la peur ou d'un amour naissant. Elle traversa la place Bellecour, immense et majestueuse, puis longea les quais du Rhône,
Le fleuve coulait, puissant et indifférent, et cette constance de la nature lui apporta un réconfort inattendu. Elle réalisa qu'elle n'avait plus de plan. Son travail, son mariage, sa vie lyonnaise, tout avait volé en éclats. Elle était revenue pour affronter son passé, mais elle n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblerait son avenir. De retour à l'appartement de Chloé, elle trouva son ami en train de faire les 100 pas. « Alors ?» demanda Chloé, les yeux ronds d'appréhension. Élodie lui raconta la scène avec Damien, les mots qu'elle avait employés, le silence stupéfait de l'assemblée. Chloé poussa un cri de triomphe. « C'est génial! Tu l'as remis à sa place! J'aurais payé pour voir sa tête! » Puis son enthousiasme retomba. « Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas continuer à travailler là-bas. Pas après ça et surtout, pas avec lui. » Le lui n'avait pas besoin d'être nommé. Thibault, le PDG, son mari, son ex-mari factice. La situation était intenable. « Je sais, » dit Élodie calmement. Elle sortit une feuille de papier de son sac. « J'ai rédigé ma lettre de démission ce matin. C'est la dernière chose qu'il me reste à faire. Mettre un point final, proprement. » C'était sa prochaine étape, la dernière chaîne à briser. Elle ne voulait pas disparaître comme une voleuse. Elle voulait partir la tête haute, en suivant les procédures comme la professionnelle qu'elle avait toujours été. Le lendemain, elle décida de remettre sa lettre en main propre. Pas à son manager direct, ni aux ressources humaines, mais à lui. C'était la seule façon de clore définitivement ce chapitre absurde de sa vie. Elle ne savait pas comment le joindre, mais elle se doutait qu'il serait au siège de Bellavance, supervisant la transition. Elle se rendit au bureau, mais cette fois, elle ne s'arrêta pas au 3e étage. Elle prit l'ascenseur jusqu'au dernier niveau, celui de la direction, un étage qu'elle n'avait jamais visité, avec sa moquette épaisse et ses portes en bois précieux. Elle demanda à voir M. Dumas à l'assistante de direction, qui la toisa avec un mélange de curiosité et de mépris. Elle s'attendait à devoir attendre des heures, voire à être éconduite. Mais alors qu'elle s'apprêtait à donner son nom, une porte s'ouvrit. Thibault en sortit, en pleine conversation avec un autre homme en costume. Il s'interrompit net en la voyant. Une lueur indéfinissable passa dans son regard. Il s'excusa auprès de son interlocuteur et s'approcha d'elle. « Élodie, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je ne serai pas longue, dit-elle, sa voix ferme malgré les battements de son cœur. J'ai quelque chose pour vous. » Il la conduisit dans un petit salon attenant, à l'écart des oreilles indiscrètes. Il ferma la porte. Ils étaient de nouveau face à face. Mais le décor avait changé. Ce n'était plus leur appartement, mais son lieu de pouvoir. « J'ai entendu parler de votre conversation avec Damien Lefebvre hier, » commença-t-il. « Les nouvelles vont vite, » répondit-elle sèchement. « Ce qu'il a fait est inacceptable. Je m'en suis occupé. Sa position dans l'entreprise est en cours de réévaluation. » Élodie secoua la tête. « Ce n'est pas pour ça que je suis là. L'affaire Damien Lefebvre est réglée en ce qui me concerne. Je ne suis pas venu chercher votre protection ou votre justice d'entreprise. » Elle lui tendit l'enveloppe. Il la prit, mais ne l'ouvrit pas. Il savait ce que c'était. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » dit-il d'une voix grave. « Nous pouvons trouver un arrangement, un transfert dans une autre filiale, à Paris, à l'étranger, où vous voulez. » Un autre arrangement ? Elle eut un petit rire amer. « Je crois que nous avons eu notre dose d'arrangement, vous et moi. Mon avenir ne se construira pas sur les fondations de votre passé et de vos secrets. Je veux repartir de zéro, sur des bases saines. Et pour ça, je dois quitter Bellavance. Je dois quitter votre monde. » Il la regarda longuement, ses yeux gris cherchant quelque chose dans les siens. « Je comprends, » dit-il finalement, et sa voix était lasse. « Mais avant que vous ne partiez, laissez-moi au moins vous donner une explication. Pas une excuse, mais une explication. Vous la méritez. » Elle hésita, puis hocha la tête. Il s'adossa contre un bureau. « Mon père a bâti Dumas Télécom à partir de rien. C'est toute sa vie. Mais il est d'une vieille école. Il ne croit qu'aux dynasties, à la stabilité, à l'image. Quand il m'a cédé les rênes, il a posé une condition non négociable, soutenue par une partie conservatrice du conseil d'administration. Je devais être marié. Pour eux, un PDG célibataire de mon âge est une anomalie, un risque. Un homme instable, vulnérable au scandale,
une cible pour des rivales qui chercheraient à s'introduire dans la famille par le mariage. Ils voulaient que j'épouse quelqu'un de leur milieu, pour consolider des alliances. C'était un ultimatum. Pas de mariage, pas de contrôle total sur l'entreprise. Il fit une pause, son regard perdu dans le vague. J'ai refusé leur candidate. Je ne voulais pas de cette vie-là. Mais le projet de fusion avec Bellavance était crucial, et mes opposants au Conseil utilisaient mon célibat comme une arme pour retarder le processus. J'avais besoin d'une solution rapide, radicale. J'avais besoin d'une épouse qui soit tout le contraire de ce qu'ils attendaient. Quelqu'un d'authentique, d'extérieur à ce monde de faux semblants, quelqu'un d'inattaquable. Son regard revint se poser sur elle. Et puis, ce soir-là, au gala, je vous ai vu. J'étais là en tant qu'observateur anonyme. J'ai vu ce que cet idiot vous a fait. Et j'ai vu votre réaction. Vous n'avez pas fait de scène. Vous n'avez pas pleuré devant tout le monde. Vous avez encaissé avec une dignité qui m'a coupé le souffle. Et vous êtes parti. À cet instant, j'ai su que vous étiez cette personne. Forte, intègre, réelle. Ma proposition sur la place des Jacobins n'était pas planifiée. C'était une impulsion, oui, mais une impulsion basée sur la certitude que j'avais trouvé la seule personne capable de comprendre un jour un acte aussi insensé. Élodie écouta son histoire, le cœur lourd. C'était une explication, en effet, une explication qui rendait ses actes moins monstrueux, mais pas moins égoïstes. Elle avait été un instrument. L'instrument le plus noble et le plus pur à ses yeux, mais un instrument tout de même. « Je comprends mieux », dit-elle doucement, « mais ça ne change rien. » Elle se dirigea vers la porte. Sa main était déjà sur la poignée quand il parla de nouveau. Sa voix plus basse, presque un murmure. « Est-ce que ça aurait pu être différent, Élodie, si j'avais tout dit, dès le début ?» Elle resta un instant silencieuse, le dos tourné. « Je ne crois pas aux histoires qui commencent par un mensonge, Thibaut. Peu importe les raisons. » Elle ouvrit la porte et partit sans se retourner, le laissant seul avec sa lettre de démission entre les mains. Il avait sécurisé son empire, mais il venait de perdre la seule personne qui lui avait rappelé ce que signifiait être simplement humain. Le voyage de retour vers Clermont-Ferrand fut, cette fois, un acte de libération. En regardant le profil de Lyon s'estomper à l'horizon, Élodie ne ressentait ni la tristesse de la fuite, ni l'amertume de la défaite. Elle éprouvait le sentiment étrange et léger d'une page qui se tourne, non par la force du vent, mais par une décision consciente. Elle avait perdu un travail, un mari factice et un appartement avec vue sur la Saône. Mais en échange, elle avait récupéré quelque chose d'infiniment plus précieux, elle-même. Les semaines qui suivirent furent une lente reconstruction. Loin de l'agitation lyonnaise, la vie reprit un rythme plus organique, dicté par le lever du soleil et l'odeur du pain. Elle ne chercha pas immédiatement un autre travail dans la finance. L'idée même de replonger dans un monde de chiffres, de bilans et de stratégies d'entreprise lui donnait la nausée. Elle avait besoin de concret, de tangible. C'est dans la boulangerie de son père qu'elle trouva son refuge. Bien qu'officiellement à la retraite, Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de pétrir une petite fournée chaque matin pour les voisins et les vieux amis. Élodie se leva avec lui à 4 heures du matin, non par obligation, mais par désir. Elle redécouvrit les gestes ancestraux, le mélange de la farine et de l'eau, le pétrissage énergique de la pâte, la patience de la levée, la magie de la cuisson. Il y avait une honnêteté fondamentale dans ce travail, une vérité simple. De l'effort et de bons ingrédients naissait quelque chose de nourrissant et de bon. C'était l'antithèse absolue du monde qu'elle venait de quitter. Son père l'observait en silence, un petit sourire au coin des lèvres. Il ne la voyait plus comme sa fille fragile, revenue au bercail, mais comme une femme qui se réappropriait ses racines. Un jour, en la voyant peser la farine avec la précision d'une analyste financière, il lui dit « Tu as le geste sûr, c'est dans le sang, je crois ». Élodie se mit à expérimenter. Elle utilisa ses compétences pour calculer de nouvelles recettes, optimiser les temps de fermentation, créer des pains spéciaux avec des graines et des farines anciennes. Bientôt, la réputation de la petite fournée, du boulanger Mercier, se répandit. Les gens faisaient le détour. Son père, d'abord sceptique, se laissa prendre au jeu, amusé et fier de voir son commerce renaître sous l'impulsion de sa fille.
Élodie créa même une petite page sur les réseaux sociaux pour présenter leur création du jour et commença à réfléchir à un concept de café-boulangerie pour le local attenant, qui était vide. Pour la première fois depuis des années, elle ne travaillait plus pour valider un statut ou atteindre un objectif, mais par pure passion. Elle ne se sentait plus humiliée ni trahie, elle se sentait vivante. Pendant ce temps, à Lyon, Thibaut Dumas régnait sur son empire nouvellement consolidé. Les réunions s'enchaînaient dans les salles de conférence high-tech. Les chiffres de la fusion étaient excellents. Les actionnaires étaient ravis. Il avait gagné. Il avait atteint tous les objectifs qu'il s'était fixés. Mais ses victoires avaient un goût de cendre. Chaque soir, il rentrait seul dans l'immense appartement de la rue Gasparin. Le silence, autrefois un luxe, était devenu une punition. L'absence d'Élodie était une présence assourdissante. Il voyait son fantôme partout, dans le plaid négligemment replié sur le canapé où elle aimait lire, dans la cuisine où il sentait encore le parfum du gâteau au yaourt qu'elle avait fait un dimanche, dans le reflet des baies vitrées où ils avaient regardé la ville s'endormir. Il se revoyait, lui, l'homme de stratégie, le maître du calcul, agissant avec une stupidité abyssale dans la seule sphère de sa vie qui n'était pas un business. Il avait voulu une femme réelle pour servir un plan artificiel. Il l'avait choisie pour son intégrité, puis l'avait plongée dans un océan de mensonges. Il avait admiré sa force, puis l'avait utilisée pour combler sa propre faiblesse face à son conseil d'administration. La logique implacable de ses actions lui revenait en pleine figure. Il avait sécurisé son héritage, mais en avait égaré le sens. L'alliance qu'elle avait laissée sur la commode était toujours là. Il n'avait pas pu se résoudre à l'enlever. C'était le témoin silencieux de son échec le plus cuisant. Il n'avait pas seulement perdu une alliée contractuelle, il avait perdu la possibilité de quelque chose dont il n'avait même pas su qu'il avait besoin avant de le rencontrer. Un soir, n'y tenant plus, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il ne consulta pas un rapport financier ou un analyste. Il ouvrit son ordinateur et tapa « Boulangerie Mercier, Clermont-Ferrand » dans le moteur de recherche. Il tomba sur la page qu'Élodie venait de créer. Il vit les photos des pains dorés, des viennoiseries appétissantes. Et puis, il y avait une photo d'elle. Elle était en tablier, les mains couvertes de farine, un sourire authentique et lumineux sur le visage, un sourire qu'il n'avait jamais vraiment vu. Elle n'était pas la femme élégante et un peu distante de Lyon. Elle était radieuse, épanouie chez elle. Il comprit alors que ce n'était pas lui qui l'avait sauvée d'une humiliation. C'était elle qui lui avait offert une porte de sortie de son propre monde stérile. Et il avait été trop aveugle pour la voir. Il ne pouvait pas la forcer à revenir. Il ne pouvait pas arranger la situation comme il arrangeait un contrat. S'il y avait le moindre espoir, il devait abandonner toutes ses armes, son statut, son argent, sa puissance. Il devait faire ce qu'elle avait fait, repartir de zéro. Il se leva et alla dans sa chambre. Il ouvrit son carnet d'adresses et appela son avocat. « Jean-Louis, c'est Thibaut. J'ai besoin que vous me prépariez des documents. Oui, c'est personnel. Un contrat de divorce. » Il marqua une pause. « Mettez toutes les clauses en sa faveur, aucune condition, et préparez-le pour que je puisse le signer. Mais ne l'envoyez pas. Je le livrerai moi-même. » L'automne avait cédé la place à un hiver clair et mordant en Auvergne. L'air vif qui descendait des puits sentait la terre gelée et la promesse de neige. Pour Élodie, cette saison n'était pas synonyme de fin, mais de renouveau. Le projet de café-boulangerie prenait forme, devenant le centre de ses journées et de ses pensées. Elle passait ses matinées au Fournil avec son père et ses après-midi à chiner de vieux meubles dans les brocantes de la région, à dessiner des plans pour l'aménagement de l'espace, à rencontrer de petits producteurs locaux pour le café et les jus de fruits. Elle était animée d'une énergie qu'elle ne se connaissait pas. Elle avait découvert que créer quelque chose de ses propres mains apportait une satisfaction profonde, une plénitude que ses primes de fin d'année chez Bellavance ne lui avaient jamais procurée. Sa vie sentimentale était en jachère, et cela lui convenait parfaitement. Elle pansait ses plaies, non pas en cherchant un autre amour, mais en se retrouvant elle-même. Les souvenirs de Lyon et de Thibaut s'estompaient,
devenant les images sépia d'un film lointain. Parfois un détail, une chanson de jazz à la radio, la silhouette d'un homme en costume, ravivait une pointe de nostalgie, un pincement au cœur. Mais elle chassait ses pensées, se concentrant sur le présent, sur l'odeur de la brioche chaude et le bruit du moulin à café. Un samedi matin, l'agitation était à son comble. C'était le jour du marché et la boulangerie ne désemplissait pas. Élodie, un tablier blanc noué sur son pull en laine, servait les clients avec un sourire, glissant un mot gentil à une vieille dame, recommandant le pain aux noix à un jeune couple. Son père, au fournil, sortait une nouvelle fournée de croissants dont l'odeur alléchante se répandait dans la rue. C'est au milieu de ce chaos joyeux qu'elle le vit. Il était de l'autre côté de la rue, immobile. Il ne portait pas de costume, mais un simple jean et un manteau sombre. Sans l'armure de son statut, il semblait différent, plus accessible, presque vulnérable. Thibaut Dumas. Le souffle d'Élodie se coupa. Le bruit de la boutique, les voix des clients, tout s'effaça. Il n'y avait plus que cet homme, debout sur le trottoir d'en face, qui la regardait. Il ne fit aucun geste pour la héler, aucun signe pour attirer son attention. Il attendait, simplement. C'était à elle de décider. Son premier instinct fut la panique. Que faisait-il ici? Que voulait-il encore? Mais la panique fut rapidement remplacée par une sorte de calme résigné. Elle avait affronté Damien. Elle pouvait bien affronter Thibaut. Elle s'excusa auprès du client qu'elle servait et demanda à sa mère, qui était venue donner un coup de main, de la remplacer un instant. Elle défit son tablier, le posa sur le comptoir et sortit de la boutique. L'air froid lui saisit le visage. Elle traversa la petite rue. Il ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle soit face à lui. De près, elle remarqua les traits tirés, une fatigue dans ses yeux gris qu'elle n'avait jamais vue. « Thibaut », dit-elle. Son nom sonnait étrangement dans cette rue de son enfance. « Élodie », répondit-il. Sa voix était plus basse que dans son souvenir. « Vous êtes rayonnante. » Le compliment la désarma. Il n'était pas flatteur, mais sincère, comme une simple observation. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, reprenant ses esprits. Il ne répondit pas tout de suite, son regard balayant la façade de la boulangerie, l'enseigne peinte à la main, les clients qui entraient et sortaient. « Je voulais voir, dit-il enfin. Voir si c'était vrai. Si quoi était vrai? Que vous aviez trouvé votre place. C'est le cas, n'est-ce pas? » Elle hocha la tête. Oui, il n'y avait aucune hésitation dans sa réponse. Il sortit alors une grande enveloppe de la poche intérieure de son manteau. Une enveloppe rigide, officielle. Le cœur d'Élodie se serra. Les papiers du divorce, la fin administrative de leur histoire. « Je suis venu vous apporter ça, » dit-il en lui tendant l'enveloppe. « Je ne voulais pas que vous le receviez par un coursier ou un avocat. Je voulais vous le donner moi-même. » Elle prit l'enveloppe, ses doigts effleurant les siens, un contact fugace mais qui suffit à raviver une étincelle. « Tout est signé de mon côté, » précisa-t-il. « Il vous suffit de signer à votre tour et de le renvoyer à mon avocat. Son adresse est à l'intérieur. Il n'y a aucune condition, aucune demande. Vous êtes entièrement libre. » Il y avait une finalité dans ces paroles qui était à la fois un soulagement et un déchirement. C'était donc ça. Il était venu clore leur chapitre, poliment, proprement. « Merci », murmura-t-elle, ne sachant que dire d'autre. Il se prépara à partir. Il fit un pas en arrière, comme pour rompre le lien invisible qui les retenait l'un à l'autre sur ce trottoir. Mais il s'arrêta. « Il y a une autre raison pour laquelle je suis venu, » avoua-t-il. Et pour la première fois, elle perçut une fissure dans sa maîtrise habituelle. « Je suis venu pour m'excuser, pas pour les secrets ou la stratégie. Ça, c'était les règles de mon monde. Je suis venu m'excuser de vous avoir entraîné dans ce monde. Vous étiez la seule personne authentique que j'ai rencontrée depuis des années, et tout ce que j'ai fait, c'est essayer de vous faire entrer de force dans un rôle qui n'était pas le vôtre. C'était impardonnable. » Il la regardait droit dans les yeux, et elle vit dans son regard une sincérité désarmante. Ce n'était plus le PDG qui parlait, mais l'homme qui, peut-être, s'était perdu lui-même. « Je n'attends pas que vous me pardonniez, » continua-t-il. « Je voulais juste que vous le sachiez. » Puis, il se retourna pour de bon et commença à s'éloigner, remontant la rue en direction du centre-ville. Élodie resta plantée là,
l'enveloppe froide dans ses mains, le regardant partir. Chaque pas qu'il faisait l'éloignait d'elle, refermait la porte de cette histoire improbable. Et une partie d'elle-même, une partie qu'elle avait tenté d'enfouir, criait en silence. Elle regarda l'enveloppe, signée, renvoyée, oubliée. C'était la voix de la raison. C'était la chose sensée à faire. Mais depuis quand sa vie était-elle sensée? Elle releva la tête, il était presque au bout de la rue. Sans réfléchir, mue par une impulsion aussi folle que celle qui l'avait poussée à dire oui sur la place des Jacobins, elle se mit à courir. « Thibault !» Sa voix résonna dans l'air froid du matin. Il s'arrêta et se retourna, surpris. Elle arriva à sa hauteur, essoufflée. Elle déchira l'enveloppe en deux, puis en quatre, sous son regard stupéfait. Les morceaux des documents officiels tombèrent sur le trottoir comme des flocons de neige. « Qu'est-ce que... » commença-t-il. « Vous m'avez dit un jour que parfois la meilleure réponse à un acte insensé est un acte encore plus insensé, » dit-elle, le souffle court, les joues rouges. « Je n'ai pas signé. » Les morceaux de papier, blancs et inertes, jonchaient le trottoir entre eux, fragments d'une fin administrative qu'Élodie venait de pulvériser. Thibault les fixa, puis releva les yeux vers elle, son expression un mélange d'incrédulité et de confusion totale. Lui, l'homme qui anticipait les mouvements du marché, qui déchiffrait les bilans les plus complexes, était incapable de comprendre cet acte simple et irrationnel. « Je ne comprends pas, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « Je vous ai donné ce que vous vouliez, votre liberté. Vous m'avez donné une fin. » Le corrigea Élodie, sa respiration se calmant peu à peu. Une fin propre, administrative, logique, mais notre histoire n'a jamais été logique, Thibault. Elle a commencé par de la folie, sur une place, en pleine nuit. Elle ne peut pas se terminer par la signature d'un avocat. Il secoua la tête, comme pour chasser une brume. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Élodie sentit les regards des passants et des clients de la boulangerie sur eux. Cette conversation, la plus importante de leur vie, n'avait pas sa place au milieu d'une rue. « Venez, » dit-elle simplement. « Entrons, il fait froid. » Elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle lui tourna le dos et retraversa la rue, pénétrant à nouveau dans la chaleur et les odeurs réconfortantes de la boulangerie. Il la suivit, hésitant comme un homme entrant dans un pays dont il ne connaît ni la langue ni les coutumes. À l'intérieur, l'agitation continuait, mais sa mère lui lança un regard interrogateur par-dessus la tête d'un client. Élodie lui fit un signe de tête rassurant et guida Thibault vers le fond de la boutique, dans l'espace encore en travaux qui allait devenir le café. Il y avait là une petite table ronde et 2 chaises dépareillées qu'elle avait trouvées la veille. Elle s'assit et lui désigna l'autre chaise. Il s'assit à son tour, mal à l'aise dans ce décor de plâtre et de sacs de ciment, si loin de ses salons feutrés. « Quand j'ai quitté Lyon, » commença Élodie d'une voix posée, « je suis partie parce que je ne pouvais plus vivre dans votre monde, un monde construit sur des secrets. J'avais besoin de retrouver le mien, un monde où les choses sont ce qu'elles sont, où le pain est du pain, où la farine est de la farine. » Elle fit une pause, le regardant droit dans les yeux. « Je n'ai pas déchiré ces papiers, parce que je vous pardonne. Le pardon, ça prend du temps. Je ne les ai pas déchirés parce que je veux redevenir Madame Dumas et vivre dans votre appartement de luxe. Je n'en veux plus. J'ai déchiré le contrat de divorce parce que je refuse que notre histoire se termine sur le mensonge qui l'a commencé. » Thibault l'écoutait, absorbé. Il ne l'interrompait pas, comprenant que chaque mot était pesé. « La femme que vous avez épousée par convenance n'existe plus, » poursuivit-elle. « La femme humiliée par Damien Lefebvre non plus. La femme qui est assise en face de vous, c'est moi. Élodie Mercier, future gérante de ce café-boulangerie, c'est la seule personne que je veux être. Et je ne laisserai plus jamais personne, ni un contrat, ni un homme, définir qui je suis. » Elle se pencha légèrement en avant, son expression intense. « Alors voilà ce que ça signifie, Thibault. Ça signifie que si quelque chose doit exister entre nous, ça ne peut pas être une continuation. Ça doit être un commencement, ici, sur mon territoire. Sans secret, sans stratégie, sans conseil d'administration en arrière-plan. Juste vous et juste moi. Et je ne sais même pas si c'est possible. » Le silence s'installa entre eux, un silence profond,
rempli de tout ce qui avait été et de tout ce qui pourrait être. Thibaut baissa les yeux sur ses mains posées sur la table, des mains puissantes, habituées à signer des contrats valant des millions et qui semblaient soudain maladroites, inutiles. Quand il releva la tête, ses yeux gris étaient embués d'une émotion qu'Élodie n'y avait jamais vue, une vulnérabilité totale. « Quand vous êtes parti, dit-il d'une voix rauque, j'ai cru que j'avais simplement perdu l'atout principal de ma stratégie. Je me suis dit que c'était le prix à payer pour sécuriser l'entreprise. J'ai continué à travailler, à gagner, mais l'appartement était vide. Mes victoires étaient vides. Tout était vide. » Il la regarda avec une intensité qui lui transperça le cœur. « Vous avez été le seul accord de ma vie qui soit devenu un rêve, et le seul rêve qui m'ait donné envie de changer tous mes plans. » Les mots étaient là, simples, dévastateurs de sincérité. C'était sa confession, sa vérité nue, dépouillée de tout artifice. Ce n'était plus le PDG qui parlait, ni le mari contractuel. C'était l'homme qu'elle avait entreaperçu lors de leur dîner silencieux, l'homme qui aimait le jazz et les tableaux de Staël, l'homme qui s'était caché si longtemps derrière son propre empire. Des larmes silencieuses perlèrent au coin des yeux d'Élodie. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de reconnaissance. La reconnaissance d'une vérité qui émergeait, fragile et précieuse, du chaos le plus improbable. Elle comprit à cet instant que les plus belles histoires ne sont pas celles qui sont parfaites, mais celles qui trouvent le chemin de l'authenticité à travers les erreurs et les faux départs. Elle ne répondit pas avec des mots. Lentement, elle tendit la main par-dessus la table en bois brut et posa ses doigts sur les siens. Un geste simple, une promesse non dite, un pont jeté entre le monde du pain et celui des empires. Thibaut referma sa main sur la sienne, son contact chaud et ferme. Un sourire tremblant naquit sur ses lèvres, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait. Dehors, la vie de la petite ville continuait, indifférente à leurs drames et à leurs miracles. Mais à l'intérieur de cette boulangerie, au milieu des odeurs de farine et de café, deux étrangers qui s'étaient mariés pour de mauvaises raisons venaient peut-être de décider de recommencer pour les bonnes. Ce n'était pas une fin, c'était, peut-être, le véritable commencement.